Bonsoir. Le Cercle Clé et les administrateurs sont heureux de vous accueillir ici. Je suis heureux d'accueillir un certain nombre d'amis de Jean-Michel, voilà, donc qui ne connaissent pas le Cercle. Le Cercle, c'est un contrat équité et liberté que nous avons créé avec quelques amis. Nous essayons de faire des invités variés. On a reçu aussi bien le grand rabbin de France, un certain nombre de grands politiques. Nous accueillerons Jean-Michel Blanquer pour un petit déjeuner au Sénat au mois de mars. Maintenant, Jean-Michel Valentin, on ne le présente pas. Je l'ai connu à la région. Il était dans un poste stratégique, directeur général. Non, conseiller. Ah oui, c'est conseiller. Oui, oui, c'est vrai. C'est encore pire. Conseiller de Mme Pécresse pour les 474 lycées publics, c'est-à-dire un emmerde par demi-heure. Ça, c'est les bons jours. Et puis, un ami de l'enseignement privé. Alors, ce que je ne savais pas au début, c'est que c'est un grand chercheur. Voilà, il travaille avec des sources ouvertes. Certains d'entre vous l'ont déjà entendu ici. On ne s'ennuie pas et c'est ravageur. Bon, voilà. Alors, il fera une dédicace de son livre. Donc, le voilà. Hyperguerre, comment l'IA a révolutionné la guerre. Il a un peu changé le titre, finalement, de cette conférence parce que l'arrivée de Trump, fait qu'il a des choses intéressantes à vous dire. Mais je ne prends pas sa place. Donc, je vous prie de l'applaudir parce qu'il ne me refuse jamais rien. Merci beaucoup, Eric, et merci pour cette nouvelle invitation. Évidemment, un grand merci au lycée Le Rebourg pour cet accueil. Lycée Le Rebourg, dont la directrice actuelle, d'ailleurs, Madame Bourdon, et elle aussi très impliquée dans la question de l'intelligence artificielle et de l'éducation. Et comme l'évoquait Eric, moi je suis comme tout le monde, hein, j'ai eu 2 ou 3 vies parallèles, on en est tous là. Et donc dans une de mes vies parallèles, j'étais effectivement conseiller de la présidente Pécresse, conseiller pour les lycées, pendant la pandémie. Il y a parmi nous mon ex-stagiaire, Gauthier Valtou, que j'étais très heureux d'avoir à ce moment-là à mes côtés, puisque je passais mon temps à lui demander de regarder comment d'autres systèmes éducatifs dans d'autres pays traitaient des protocoles sanitaires. Et grâce à lui, j'avais un suivi quasi quotidien de l'utilisation de l'intelligence artificielle en Corée du Sud, au Japon, en Chine, à Taïwan, pour justement suivre et anticiper les dynamiques de la pandémie et y adapter les protocoles sanitaires. Donc déjà, on était, en regardant ce qui se passait en Asie, on voyait effectivement la prolifération de la pandémie, on voyait aussi la prolifération des technologies d'intelligence artificielle. Et puis, l'année dernière, cette fois-ci en tant que chercheur en études stratégiques, mon éditeur m'a appelé en mars, début mars 2024, me demandant si ça m'intéresserait de rédiger un bouquin sur la militarisation de l'intelligence artificielle. J'ai donc tout de suite dit oui. Oui, d'une part parce que le sujet était évidemment passionnant, et d'autre part parce que presque 25 ans avant, quand je faisais ma thèse en études stratégiques, je la faisais sur le fonctionnement du système stratégique américain. Et en l'an 2000, c'était vraiment en 2000, je me rappelle parfaitement ma stupeur de jeune chercheur à peine trentenaire, en train de lire des articles à la chaîne sur la façon dont la National Security Agency investissait lourdement dans l'ordinateur quantique, dont les grandes agences de renseignement se faisaient construire des fermes de serveurs, c'est-à-dire des data centers géants au fin fond de l'Utah,
dont je lisais plein d'articles, mais des articles dans des revues parfaitement ouvertes, comme le disait Éric avec beaucoup de justesse. Moi, je ne travaille que sur des sources ouvertes et officielles, vérifiables. Le reste, ce n'est pas pour les chercheurs. Et de voir donc que l'US Air Force travaillait sur des programmes énormes d'avions spatials, de moyens de transport spatial, etc. Donc, et le tout dans le contexte de ce que le Pentagone appelait la révolution dans les affaires militaires, c'est-à-dire l'intégration massive des capacités spatiales et numériques par l'ensemble de l'armée américaine. D'accord ? Et c'est cette armée informatisée qui, 3 ans plus tard, a déferlé sur l'Irak. Donc tout ça est très opérationnel. Donc j'avais déjà ce background sur technologie et défense. Et donc quand mon éditeur m'a proposé ce travail sur la militarisation de l'intelligence artificielle, je me suis dit, ben oui, évidemment, c'est un caractère d'évidence. Mais quand on est formé à la vraie recherche, c'est-à-dire la vraie recherche, c'est en dehors de son bureau. Alors, ça m'était difficile de sortir de mon bureau quand même au printemps dernier. Hein, mon bureau chez moi la nuit. Je me suis quand même dit, il faut que je vois, si on parle de militarisation de l'intelligence artificielle, donc l'intelligence artificielle pour les militaires, c'est-à-dire l'intelligence artificielle pour faire la guerre. Hein, on va être un peu pratico-pratique. La militarisation de l'intelligence artificielle, ce n'est pas pour faire des pop-corns, c'est pour faire la guerre. Donc je me suis dit, bon, est-ce qu'on fait la guerre avec l'intelligence artificielle en ce moment, ou est-ce que c'est encore une perspective? Et là, on va le voir tout au long de cet exposé, ça a été une stupeur. Une stupeur de réaliser que l'Ukraine est un laboratoire à ciel ouvert, que les guerres du Moyen-Orient sont des laboratoires et des champs d'expérimentation, que de la Libye à l'Afghanistan, ça y va de partout, que la militarisation de l'intelligence artificielle, c'est aussi le nouveau nom de la course aux armements entre les États-Unis, la Chine et la Russie, et que donc ce sont des dynamiques gigantissimes qui sont à l'œuvre. Alors ces dynamiques gigantissimes, donc, ce sont des dynamiques qui visent à utiliser les technologies d'intelligence artificielle, puisque l'IA, c'est une expression, mais derrière, il y a plusieurs familles de technologies, d'algorithmes, d'ordinateurs, etc., et de fonctions. Hein, ce ne sont pas les mêmes fonctions pour les mêmes usages. Mais si on repart du maître des études stratégiques, Karl von Clausewitz, qu'il faut lire, relire, relire, la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. D'accord. Mais quelle politique? La politique de qui? Alors, on pourrait se dire qu'il y a une facilité, mais non, en fait, il n'y a pas de facilité. Il n'y a pas de facilité puisque Donald Trump et Elon Musk donc, dominent la scène médiatique et politique depuis des mois, c'est-à-dire en gros depuis le mois de juillet à peu près, quand Elon Musk a officialisé son ralliement et son soutien à Donald Trump. Cette photo, comme toutes les photos importantes et intéressantes, le plus important, c'est ce qu'on ne voit pas. Alors déjà, ce qu'on ne voit pas, c'est la hiérarchie entre les personnages. On a un candidat à l'élection présidentielle américaine, donc qui a pour ambition de redevenir le chef du pouvoir exécutif américain. Et à côté, on a un milliardaire que je trouve souvent très mal compris au sein, de la classe de commentateurs français. Parce que Elon Musk,
Alors oui, il a racheté Twitter. Donc c'est un investisseur dans le domaine des réseaux sociaux. Très bien. C'est aussi donc le cofondateur de PayPal, le service de paiement en ligne, chose que beaucoup de gens semblent avoir oublié. Donc c'est un des grands pionniers des technologies financières. C'est aussi le fondateur de Tesla, les véhicules électriques, et intelligents. Tesla, ce n'est pas de la electric car, hein, c'est de la smart car. D'accord ? C'est à peu près aussi écologiste qu'une bétonneuse, hein, une Tesla, parce que une Tesla consomme l'équivalent de 10 maisons moyennes en électricité. Donc, question écologie, c'est à rediscuter. C'est bourré de terres rares, etc. Mais surtout, c'est un ordinateur sur roue, une Tesla. C'est aussi le fondateur de SpaceX. SpaceX, donc l'entreprise privée de lanceurs spatiaux. SpaceX qui fait baisser les coûts d'expédition de satellites en orbite basse de près de 200 fois. C'est-à-dire que ce que SpaceX et sa littérale fusion avec la NASA a réussi, non pas est en train de réussir, mais a réussi, c'est à rendre le transport spatial rentable. C'est une révolution. Par ailleurs, c'est aussi le fondateur de Starlink. Starlink, qui est donc une constellation de satellites qui permettent aussi bien de l'observation que de la connexion Internet. Donc, cet homme est traversé par tous les courants de l'innovation technologique américaine et les condense en sa personne. Par ailleurs, ça l'a rendu immensément riche, donc il pèse 350 milliards de dollars, tandis que son voisin n'en pèse que 7. Donc, dans le cadre de la hiérarchie des milliardaires, le grand prédateur, c'est celui qui est en noir à côté de celui qui est en bleu. Hein. Tout ça, qu'est-ce qu'elle nous dit aussi, cette photo ? Elle nous dit donc que cette fusion qu'Elon Musk incarne entre les grandes entreprises et les grands courants de la technologie et de l'intelligence artificielle avec le secteur spatial, et le secteur spatial est indissociable du secteur de la défense. D'accord ? On est de fait dans la militarisation de la haute technologie et de l'intelligence artificielle. Et donc, ce que l'on voit de fait, c'est une alliance du pouvoir politique exécutif et de l'industrie de la technologie, du spatial et de la défense. On se rappelle toujours, hein, quand on regarde une image, ce qui est important, c'est ce qu'on ne voit pas. Là, on en a 3. On retrouve Elon Musk, donc à droite. À gauche, nous avons Peter Thiel. Peter Thiel et Elon Musk ont donc fondé ensemble PayPal. Et qui est Peter Thiel ? Il y en a ici qui connaissent Peter Thiel, qui en ont entendu parler ? Non ? Oui, oui, mais à part vous, monsieur. Non ? Eh bien, vous avez tort. Peter Thiel est un personnage absolument fondamental du monde contemporain. Peter Thiel, donc, c'est l'actionnaire majoritaire de PayPal, de Facebook, de Google, et c'est le fondateur de Palantir. Palantir, donc, aussi connu sous le sobriquet facile de Google des espions. Et donc, Palantir, c'est une société qui a été créée en 2002 avec
un algorithme de recherche spécialisé dans les questions de sécurité et de défense. Palantir est une société privée. Donc si, par exemple, à une certaine époque, vous vous demandiez « mais où est Ben Laden ?» On demandait à Palantir, et Palantir allait chercher dans toutes les bases de données, dans tous les signaux électroniques disponibles, pour dire « bon, on peut envisager que Oussama Ben Laden soit à tel endroit, à telle heure », avec ensuite le degré de fiabilité qui va avec les sources auxquelles l'algorithme a accès. Palantir est donc, je le rappelle, une société privée qui loue ses services à la CIA, au FBI, à la DGSE, au Mossad, au service allemand, à qui veut utiliser ces services. Si vous voulez les utiliser, vous allez sur le site de Palantir. Chose que je conseille vivement, d'ailleurs. Moi, c'est devenu un plaisir coupable, hein, le site de Palantir. C'est tout à fait extraordinaire. Vous commencez par une petite vidéo de 3 minutes, haute définition, absolument superbe, avec des paysages filmés depuis l'espace. Si vous voulez mieux protéger vos récoltes, si vous voulez anticiper des incendies qui menacent vos maisons, si vous voulez être en mesure de suivre le trajet d'un ou de plusieurs sous-marins en mer de Chine occidentale ou méridionale, nous pouvons faire appel vous pouvez faire appel à nos services. C'est extraordinaire. Et le troisième personnage au milieu, c'est David Sacks. David Sacks, qui est le cofondateur de PayPal, et qui, depuis 3 jours, est le conseiller de la Maison-Blanche pour les crypto-monnaies. D'accord ? Donc, d'où la question qu'on posait. Et derrière ce trio, on en a beaucoup d'autres. D'accord ? On a tous ces gens. Alors, tous ces gens, évidemment, déjà intuitus personnés, sont assez impressionnants. Mais en fait, derrière, ce qui est vraiment important à saisir, c'est qu'ils représentent le secteur industriel de l'intelligence artificielle. D'accord ? Nous sommes en début 2025. En 2022, le secteur de l'intelligence artificielle aux États-Unis représentait 1,3% du PIB américain. En 2023, il représentait 1,5%. En 2024, donc il y a 3 semaines, il a représenté 3%, c'est-à-dire quasiment un triplement en 2 ans. En 2025, il devrait représenter 5%, et si la dynamique se prolonge jusqu'en 2030, le secteur de l'IA représentera 14% du PIB américain. D'accord ? Donc, on est là sur une croissance industrielle gigantesque, je pense supérieure à la période de l'électrification. D'accord ? Ça donne une idée de l'ampleur de la révolution, de la bifurcation historique, de tout ce qu'on veut. C'est en cours et c'est maintenant. Et c'est en cours et c'est maintenant, notamment dans le secteur de la défense, dans le secteur de la guerre. Et comme je l'évoquais, c'est particulièrement vrai en Ukraine depuis le début de la guerre. Hein. C'est-à-dire depuis que le 24 février, donc, l'armée russe a entamé son offensive en Ukraine, et bien rapidement, l'armée ukrainienne s'est mise à utiliser les drones pour contre-attaquer sur les forces terrestres et maritimes russes. Et en fait, c'est quasiment une révolution au moins tactique et opérationnelle qui est en cours. Parce que la grande découverte, c'est que
les drones sont très utiles et peuvent être très efficaces dans l'ensemble des domaines du combat. Parce que ce qui est tout à fait étonnant en termes opérationnels par rapport à la guerre en Ukraine, c'est qu'elle rassemble les formes de guerre qui ont dominé la Première et la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire la guerre de tranchées, la guerre de chars, la guerre urbaine, la guerre maritime. C'est un univers de combat, donc vraiment issu de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Mais l'introduction du drone a des effets tout à fait stupéfiants. C'est-à-dire que les drones ont été très utiles très vite pour d'abord faire de l'observation et de la reconnaissance, pour dire attention, il y a une colonne de chars russes qui arrive du nord, machin. Et puis, très rapidement, les drones ont été équipés de missiles, d'outils de combat, etc. Donc, le drone est arrivé dans le combat. Et en fait, les drones, personne ne savait, au début du conflit, ne savait s'en protéger. Ce qui les a rendus tout à fait efficaces en tant qu'outil de combat. Mais si le drone est efficace pour tirer des missiles contre des chars, il est aussi très efficace dans sa forme plus réduite pour transporter des grenades qui sont envoyées ensuite dans les tranchées, en soutien des assauts qui, eux, semblent sortir littéralement de la Première Guerre mondiale. Donc, véritablement, une hybridation de la technologie du drone au combat, et notamment au combat contre les grandes plateformes blindées que peuvent être des colonnes de chars ou des destroyers russes en mer Noire. Mais, à nouveau, ce qui est important aussi, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, ce qu'on ne voit pas, ce sont les flux de données générés par les drones et qui sont traités par les constellations satellitaires de SpaceX. Donc SpaceX, c'est la compagnie d'Elon Musk. Musk qui a fait installer, positionner une constellation satellitaire de Starlink au-dessus de l'Ukraine dans les 48 heures qui ont commencé la guerre, tout en faisant distribuer des milliers et des milliers d'antennes relais portatives, assurant ainsi la connexion Internet de l'Ukraine. Et cette connexion Internet étant assurée, donc l'envoi de flux de données aux satellites. Les satellites renvoient les flux de données vers les ordinateurs des alliés de l'OTAN et évidemment des forces armées américaines, mais aussi aux ordinateurs et aux algorithmes de Palantir, la société créée par Peter Thiel. Palantir qui est devenu rapidement un des premiers producteurs de cibles pour les opérateurs de drones ukrainiens. Alors, comment ça marche? Alors, le cycle est le suivant. Les drones repèrent des objets, envoient leur flux d'informations aux satellites de Starlink. Les satellites de Starlink relayent aux algorithmes de recherche de Palantir, fondés par Peter Thiel. Les IA de Palantir analysent tout ça, renvoient l'information traitée aux opérateurs de drones en leur expliquant, alors en face de toi, tu as un char russe, tu peux le frapper à telle distance
selon telle inclination, dans tel temps. Le tout prenant maximum 5 à 6 secondes. D'accord? Donc, de fait, le champ de bataille ukrainien génère de la donnée qui est traitée par IA pour que les opérateurs de drones puissent littéralement devenir ce que, en langage militaire, on appelle des multiplicateurs de force. L'IA, c'est un multiplicateur de force. D'accord. Alors ensuite, les différents opérateurs, comme SpaceX, comme Palantir, mais aussi comme Amazon. Amazon s'est rapproché très rapidement du gouvernement ukrainien en disant là, vous avez de sérieux problèmes. Hein. Oui, effectivement, on est au courant. Donc, avec les frappes de missiles russes, etc., vous avez des pertes de continuité d'activité qui sont massives. Oui. Si vous vous faites défoncer vos serveurs, vous êtes cuit. Oui. Est-ce que vous ne voulez pas héberger vos données administratives et financières sur notre site, sur notre cloud, dans notre cloud? Le gouvernement ukrainien a bien entendu répondu favorablement. Et donc, littéralement, le cloud d'Amazon, Amazon Web Service, est devenu le support de la continuité d'activité des administrations ukrainiennes en temps de guerre. Il y a une hybridation des capacités IA d'Amazon et de l'État ukrainien. Tandis que toutes les grandes boîtes de drones de combat américaines donc, sont allées en Ukraine pour tester leur propre matériel. Alors, en guerre, hein, toute action déclenche très rapidement des réactions. Alors, une des réactions, évidemment, c'est l'utilisation par les forces russes de missiles hypersoniques sur le théâtre d'opération. Alors, un missile hypersonique, il faut bien comprendre ce que c'est. Hein, c'est pas seulement que ça va très très vite. Alors, ça va très très vite, un missile hypersonique. Hein. Ça, en fonction du type de matériel, ce sont des missiles qui vont 5 à 12 fois plus vite que la vitesse du son. C'est très, 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 très difficile à arrêter. Mais par ailleurs, un missile hypersonique est un missile qui est capable d'altérer sa propre trajectoire sans être guidé et sans être reprogrammé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un missile guidé par intelligence artificielle et qui va se débrouiller pour atteindre la cible qui lui a été assignée, même en altérant sa trajectoire pour notamment échapper à des contre-mesures qui pourraient être projetées. D'accord ? Par ailleurs, les Russes sont devenus très forts en guerre électronique de façon à brouiller les signaux émis par les drones utilisés par les Ukrainiens, voire pour en prendre le contrôle, pour les forcer à atterrir. Donc véritablement, la guerre en Ukraine est un gigantesque laboratoire de militarisation de l'intelligence artificielle, que ce soit par les Ukrainiens, les Russes, les Américains, les autres forces de l'OTAN, les industriels civils, militaires, etc. La guerre en Ukraine, c'est un des moteurs, je n'ose dire un des réacteurs de la militarisation de l'intelligence artificielle à un rythme absolument stupéfiant. Quand j'ai commencé la rédaction d'Hyperguerre, c'était en mars 2024. Je l'ai terminé en juillet 2024. Et à ce moment-là, j'ai dû reprendre des passages que j'avais rédigés en mars, parce que notamment, entre mars et mai, eh bien, des essaims de drones autonomes étaient arrivés sur le champ de bataille. D'accord ? Ce qui n'était pas le cas en mars. Donc tout va terriblement vite. Il y a d'autres laboratoires, par exemple la Libye. Alors, la Libye, on n'en parle pas assez de la Libye. Hein.
enfin là on en parle beaucoup avec le procès de Sarkozy, mais la Libye aujourd'hui, pour dire les choses très grossièrement, est en état de guerre civile, et cette guerre civile oppose deux camps. Un camp organisé autour d'Al-Qaïda et un camp organisé autour d'un ex-général de Kadhafi, le général Haftar. Le camp organisé autour d'Al-Qaïda est soutenu, entre autres, par la Turquie et le gouvernement du président Erdogan. Et ce soutien prend la forme de mercenaires, notamment plus ou moins d'ex de Daesh qui sont projetés en Libye, et d'escadrons de drones Bayraktar. La Turquie est aujourd'hui à la pointe du drone de combat. Et au vu de cette situation, le gouvernement chinois a décidé de soutenir le camp organisé autour du général Haftar, en lui attribuant aussi donc, des escadrons de drones de combat, alors comme vous le voyez, des drones de combat Winglong. C'est le nec plus ultra du drone de combat chinois, dont les mises à jour s'enchaînent les unes après les autres. Et il semblerait que là, les Chinois soient en train de parvenir à mettre au point des versions autonomes, c'est-à-dire le matin, vous le branchez et il part au combat et il mène sa vie tout seul. Il n'a pas besoin d'être programmé ou guidé. Et en fait, le gouvernement chinois utilise la Libye comme laboratoire pour des opérations de combat pour ces drones Winglong, parce que l'armée de libération populaire est très consciente qu'il lui manque quand même beaucoup l'expérience du combat. Donc, on retrouve des escadrons de drones chinois sur un certain nombre de théâtres d'opération, de façon à acquérir l'expérience nécessaire qui est ensuite partagée au sein de l'armée populaire de libération populaire. Évidemment, d'autres laboratoires actuels, c'est bien sûr tout le Moyen-Orient depuis la guerre de Gaza déclenchée par le massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre. Alors, j'ai choisi cette photo de la mer Rouge avec des intercepteurs, des missiles intercepteurs israéliens qui sont en train de décoller pour intercepter donc des missiles ou des drones projetés par la milice Houthi depuis le Yémen. Et ça, c'est un élément tout à fait important pour la suite, parce que les Houthis, donc, soutiennent le Hamas depuis le début de la guerre par ces bombardements en profondeur. Aucun missile, aucun drone Houthi n'est parvenu sur le territoire israélien avant l'été dernier. Bon. Depuis, il y a eu quelques frappes réussies, ce qui interroge énormément, vu la qualité de la défense antiaérienne israélienne, donc avec des radars, des systèmes de détection, de guidage de missiles, tous surboostés à l'IA, en couche basse, couche moyenne, couche haute. Mais surtout, les drones et les missiles qui sont interceptés par les missiles israéliens ou les missiles des flottes américaines, britanniques, françaises, israéliennes qui sont présentes en mer Rouge, c'est des missiles do-it-yourself à 100 000 $ ou des drones, dont certains drones nord-coréens à 2 500 $, qui sont interceptés par des matériels qui coûtent 2 à 4 millions de dollars pièce. D'accord ? L'IA et les technologies aérospatiales, ça coûte très, 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 très cher.
Donc, en fait, on peut aussi se dire que l'offensive outil est une fausse offensive cinétique et une vraie offensive financière. Alors, ça ne va pas mettre en danger le budget de l'armée américaine. En revanche, je ne sais pas ce que dit le contrôleur de gestion de la Royal Navy ou de la Marine nationale, hein, parce que chaque victoire, c'est-à-dire chaque interception de missiles ou de drones, je le répète, c'est une addition qui est à minima de 2 à 4 millions de dollars pièce. Ça interroge. L'IA, ça ne fait pas tout, hein. C'est un multiplicateur de force, mais cette force, elle a un coût. Et enfin, les technologies d'intelligence artificielle et tout ce qui en découle, eh bien, c'est ce qu'on appelle une onde technologique. Ça se diffuse. Ça se diffuse comme rarement ou jamais une technologie s'est diffusée. Et il y a eu une très grosse alerte. C'était quand? C'était début octobre. Quand, lors du dernier échange, enfin de la dernière frappe iranienne de missiles et de drones iraniens contre Israël, il s'est passé quelque chose de très particulier. Le système antiaérien israélien donc, est surnommé le dôme de fer. Comme c'est des radars interconnectés à des batteries de missiles, le tout, donc, comme je le disais, boosté à l'IA au maximum, le dôme de fer peut intercepter jusqu'à 400 projectiles en même temps. Or, les Iraniens, qui sont parfaitement au courant, ont projeté 200 missiles et drones. Donc, une frappe qui était évidemment interceptable et qui ne mettait pas, enfin, qui mettait en danger évidemment le territoire israélien, mais qui était une menace qui était parfaitement gérable. Merci. Sinon que, il semblerait que parmi ces différents projectiles, il y ait eu 4 missiles hypersoniques qui, eux, ont atteint leurs objectifs. Alors, ce n'étaient pas des gros objectifs. Hein. C'était un petit centre du Mossad ici, au fin fond du désert, un autre ici. En termes opérationnels, pas significatif. Mais de réaliser que les Iraniens avaient à leur disposition des missiles hypersoniques, donc toute l'infrastructure technologique, scientifique, industrielle qui va avec, et qui est donc, comme je l'évoquais, la capacité d'hybrider les technologies aérospatiales, militaires, à de l'intelligence artificielle, clairement, ça a déclenché un choc dans les forces armées, et pas que dans les forces armées israéliennes. Donc, véritablement, en fait, beaucoup des conflits actuels, des conflits qui sont en cours, sont aussi des lieux de développement de la militarisation de l'intelligence artificielle. Et face à cette réalité, eh bien, un certain nombre de ministères de la Défense s'adaptent. Et ils s'adaptent en préparant leurs forces armées à des opérations qui intègrent dans leur normalité l'IA. Alors, évidemment, les Américains sont extrêmement impliqués dans cette intégration et cette normalisation de l'intelligence artificielle dans les forces armées. Ainsi, là, on a une photo qui date de 2024. 24. Hein. Elle a 6 mois, cette photo, grosso modo. On est en janvier 2025. Cette photo, elle a été prise au printemps 2024.
lors de manœuvres organisées par l'US Army, donc l'armée de terre, pour simuler la prise d'un village par une unité de l'armée de terre, soutenue par des robots terrestres. Là, on voit une espèce de chien robot de combat. Et évidemment, des essaims de drones, etc. Parce qu'il faut aussi que les militaires apprennent à utiliser ces technologies. Aussi, là, un mini-char semi-autonome capable de se déplacer dans un environnement urbain pour participer au combat. Alors, quelque chose aussi, là, c'est une révolution qui est en cours. Hein, c'est l'intégration opérationnelle de l'IA par l'US Air Force. Est-ce que ici, il y a des gens qui ont vu Top Gun 1 et 2? Voilà. Hein? Vous avez tort. Mais Top Gun. On pense à Top Gun, on pense à Tom Cruise. Donc, on pense aux pilotes. Or, 2023, l'US Air Force met au point des simulations, j'insiste bien, sur des simulations de vol, des simulations d'opérations de combat, qui opposent des pilotes en simulateur à des IA. Et ce sont les IA qui remportent les combats simulés. Bon, 2024, des F-16 tests sont équipés d'IA pour des entraînements au combat en vol réel. Il a fallu 5 mois à l'US Air Force avant de communiquer les résultats qui ont été communiqués de façon extrêmement officielle avec le général en chef de l'Air Force et le secrétaire général de l'Air Force, donc le niveau politique en même temps, pour annoncer que la dominance avait été acquise par les IA. Donc, on va vers une US Air Force non plus centrée sur le pilote, mais sur l'IA. Au revoir Tom Cruise. Au revoir Tom Cruise. Ça va très 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 loin. D'autant que, eh bien évidemment, il n'y a pas que les Américains qui se soient lancés dans la course aux armements avec l'intelligence artificielle. L'armée populaire de libération chinoise est elle aussi ultra impliquée. Alors, j'ai choisi cette photo pour sortir un instant de la question du combat direct et pour rappeler aussi que l'IA, je le rappelle, ça sert à traiter des données. Hein, ça sert à organiser, à traiter des données. Ça ne produit pas de connaissances, hein, l'IA. L'IA, ça traite de la donnée pour l'organiser sous forme d'informations utilisables. Et en fait, l'armée populaire de libération, elle a commencé à intégrer massivement l'intelligence artificielle depuis 2017. On est en 2025. D'accord ? Un des enjeux majeurs pour le commandement chinois, c'est que l'intelligence artificielle est utilisée pour percer ce que les épigones de Clausewitz appellent le brouillard de la guerre. C'est-à-dire qu'un champ de bataille, comme on l'évoquait, ça produit de la donnée, c'est tellement complexe, on n'y comprend rien. Et un des enjeux, c'est de prendre les bonnes décisions, c'est-à-dire les décisions qui vont amener à la victoire, dans un environnement ultra dynamique, ultra dangereux, ultra mouvant. Et donc, l'enjeu
pour l'armée populaire de Chine, c'est d'avoir des unités de commandement et de contrôle, c'est-à-dire les unités qui commandent le combat, qui soient capables de comprendre ce qui se passe sur le champ de bataille et de mobiliser les capacités nécessaires avec une réactivité énorme. Et le gouvernement chinois ayant parfaitement intégré les enjeux liés à la militarisation de l'intelligence artificielle et donc à la mise au point de boucles de traitement de données entre le champ de bataille, les drones, etc., que un certain nombre d'observateurs de l'évolution des capacités militaires chinoises parlent de la mise au point de la grande muraille de drones. Et là où on voit que les États-Unis et la Chine sont vraiment entrés dans une course aux armements qui est en miroir l'une de l'autre, hein. Ça, c'est très clair. En août 2023, la secrétaire d'État à la Défense, Catherine Hicks, donc la secrétaire d'État américaine, l'adjointe du ministre de la Défense, a fait un grand discours sur l'île de Guam. L'île de Guam, c'est une des bases les plus importantes de l'US Navy dans le Pacifique, qui jouerait ou jouera un rôle majeur s'il y a un affrontement avec la Chine dans le Pacifique. Et c'est depuis l'île de Guam qu'elle a tenu un grand discours dans lequel elle explique qu'on a un problème avec les Chinois. Ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Donc, we're going to outproduce and outmass them. Nous allons les dépasser par la masse et par la capacité de production, notamment de drones. C'est ça qu'il y a de bien avec les Américains, ils disent les choses. D'accord ? Et donc, le mois dernier, le gouvernement chinois a passé commande d'1 million de drones de combat. D'accord ? Et pas du petit drone de combat, hein, du drone de combat comme on voit là, hein, ou comme on a vu sur la photo des Winglong en Libye. Tout ça est extrêmement sérieux, massif et va très vite. Alors, simplement, cette compétition qui est militarisée de fait, donc cette compétition, elle tourne autour des capacités d'intelligence artificielle. Les capacités d'intelligence artificielle, elles ne cessent d'augmenter avec la qualité donc, des puces, des semi-conducteurs. Alors, jusqu'en 2018, la Chine achetait ses semi-conducteurs à Taïwan et aux États-Unis, ou aux entreprises américaines qui faisaient construire leurs semi-conducteurs par les producteurs taïwanais. Alors, 2018, si on se rappelle bien, on a Donald Trump qui fait son premier terme en tant que président des États-Unis et qui lance la grande guerre des tarifs douaniers qui évolue rapidement en guerre technologique contre la Chine et qui se met à bloquer les exportations de technologies dites critiques en Chine. D'où notamment une réduction de plus en plus importante, pas un arrêt, hein, une réduction des exportations, soit directes, soit indirectes, de semi-conducteurs en Chine. Bon. Alors, les Chinois, contrairement à ce qu'on peut lire à droite à gauche, je suis d'origine savoyarde, hein, donc j'ai des expressions qui me remontent du terroir. Hein, les Chinois n'ont pas les deux pieds dans le même sabot. Et donc, face au blocus américain de plus en plus important, ils ont réagi l'année dernière en rappelant au monde entier que
Certes, il devait encore importer les dernières générations de semi-conducteurs, mais que néanmoins, pour faire des semi-conducteurs, il faut des minéraux qu'on appelle des terres rares, dont ils sont les principaux producteurs. 88% de la production minière de terres rares en 2014, vous le voyez, était chinoise. Le reste est assez éclaté, dont 1,9% en Russie. Et surtout, la capacité de raffinage des terres rares, à 70%, elle est chinoise. Vous voulez acheter des terres rares raffinées pour fabriquer vos semi-conducteurs, vous devez les acheter en Chine. Et depuis l'année dernière, eh bien, le gouvernement chinois a très très largement réduit ses exportations de terres rares raffinées aux États-Unis. Donc, ça aussi, ça nous rappelle une chose, c'est que l'intelligence artificielle, c'est tout sauf immatériel. C'est très 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 matériel tout ça. C'est très 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 matériel. Alors, il faut reconnaître une chose aux Américains, eux non plus n'ont pas les deux pieds dans le même sabot. Et donc, ils sont demandés, et notamment évidemment dans la Silicon Valley, mais si les Chinois bloquent vraiment leurs exportations de terres rares, où est-ce qu'on va en trouver? Ben, on va en trouver au Groenland. On va en trouver au Groenland. Et donc, si on se rappelle bien le début de cet exposé, on a donc le président Trump qui fait campagne, notamment en disant le Canada va devenir le 51e État et on va racheter le Groenland, qu'il soit d'accord ou pas d'accord, avec ici tout le monde. Ah, mais alors, mais qu'est-ce qu'il raconte? Sans se demander, sans se dire, mais pourquoi ça les intéresse tant que ça? Pourquoi ça les intéresse tant que ça? Parce que son voisin et le réseau social de son voisin, eh bien, ils sont tous totalement dépendants des semi-conducteurs, donc de la production de terres rares. C'est simple. C'est simple. Pour avoir de l'intelligence artificielle, il faut des semi-conducteurs. Pour avoir des semi-conducteurs, il faut des terres rares. Il faut de l'énergie aussi. Il faut de l'énergie. Il faut beaucoup d'énergie. Quand on fait une recherche Google, une requête Google, vous consommez 0,9 joules. Vous faites une recherche ChatGPT. Vous consommez 3,4 joules. Il faut de l'électricité. Il faut des quantités phénoménales d'électricité. Vous avez peut-être vu dans les journaux que hier, donc 2 jours après son investiture, le président Trump a annoncé donc la création de Stargate, c'est-à-dire un réseau d'infrastructures d'intelligence artificielle aux États-Unis, c'est-à-dire un réseau de data centers à l'échelle du territoire américain, pour un investissement de 500 milliards de dollars. Là aussi, on est dans la géopolitique en surchauffe, parce que le principal investisseur de Stargate va être le fonds d'investissement spécialisé dans la tech qui s'appelle SoftBank. Et SoftBank, c'est un fonds d'investissement japonais. Et on se rappellera d'ailleurs avec intérêt qu'en juillet dernier, lors du sommet des 75 ans de l'OTAN qui s'est tenu pendant 4 jours à Washington, l'invité vedette du sommet n'était pas le président Zelensky, n'était pas le président ukrainien Zelensky du tout. C'était le Premier ministre japonais. C'était le Premier ministre japonais, donc, qui était là pour officialiser le développement des liens entre l'OTAN et le Japon
On se rappellera que OTAN, c'est Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Donc, si on regarde une carte pour le Japon, ce n'est pas complètement intuitif d'en faire un membre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, mais on n'en est plus là. 6 mois plus tard, on a SoftBank, le géant japonais de l'investissement de la tech, qui va être co-investisseur d'un projet gigantesque d'infrastructure de l'intelligence artificielle aux États-Unis. Mais ce développement va nécessiter énormément d'électricité. D'où la politique de relance du secteur nucléaire américain. Ça, c'est la première chose. Mais le secteur nucléaire, il a besoin d'uranium. De l'uranium, il y en a où? Il y en a au Canada, en Russie, au Kazakhstan, etc. C'est intéressant. Par ailleurs, au Canada, donc on a de l'uranium, on a de l'hydroélectricité, on a des énergies renouvelables, beaucoup, et effectivement, on a du pétrole et du gaz. Et comme le marché de l'électricité américain commence à être totalement déstabilisé par le développement du secteur de l'IA, et effectivement, comme le disait le président Trump, je mets le pays en état d'urgence énergétique nationale et on va pomper du gaz et du pétrole de schiste à fond. Pourquoi faire? Parce qu'il faut de l'électricité pour les intelligences artificielles. Je vous propose donc qu'à présent, nous passions à la phase d'échange entre nous. Je vous remercie. Bonjour Jean-Michel Platier. J'ai une question très compliquée, Jean-Michel. Et nous Français? Alors, je ne ferai pas l'amalgame entre la situation française et la situation européenne. Parce que, alors ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais le ministère de la Défense français a saisi ces enjeux et travaille à se donner les moyens d'y répondre. C'est-à-dire, pour dire les choses simplement, à intégrer militairement l'intelligence artificielle. Au printemps a été créée l'agence pour l'intégration de l'intelligence artificielle aux questions de défense. Il y a des services interministériels qui travaillent sur ces questions. Il y a des partenariats entre les ministères et un certain nombre d'entreprises. Le ministre Lecornu, littéralement, distribue les baffes pour forcer un certain nombre d'acteurs à ouvrir leur chakra et à travailler sur ces enjeux. Et derrière, il y a des investissements ou des co-investissements de centaines de millions d'euros. Alors, c'est facile, ça serait facile de ricaner en disant « oui, mais enfin, aux États-Unis, en Chine, ailleurs, l'unité de base, c'est la dizaine de milliards de dollars, certes. Mais déjà, dans la situation budgétaire et financière française actuelle, réussir à dégager des centaines de millions d'euros, derrière, ça signifie des efforts politiques tout à fait massifs. Et d'autre part, même si, entre guillemets, on ne parle encore que, tout ça entre guillemets, de centaines de millions d'euros, c'est quand même toute la différence entre 0 et 1. D'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la situation européenne, elle est ultra contrastée. Le gouvernement d'Olaf Scholz, au printemps dernier, donc printemps 2024, a quand même passé commande d'une unité de 800 robots de combat à un entrepreneur allemand, tandis qu'en décembre 2024, la première ministre italienne Giorgia Meloni allait rencontrer Elon Musk à Mar-a-Lago chez le président élu Donald Trump
pour passer un accord avec la société d'Elon Musk, Starlink, pour bénéficier des services de Starlink pour les communications militaires italiennes. Le tout alors que l'Union européenne tente de créer un système de télécommunications satellitaire commun qui s'appelle IRIS. Donc en fait, on est dans des situations ultra contrastées et il faudrait prendre l'ensemble des situations nationales plus les orientations de la Commission pour voir un peu où on en est. Par ailleurs, la militarisation de l'intelligence artificielle, elle implique beaucoup de choses en même temps. Elle implique d'avoir une base scientifique, une base technologique, une base industrielle, une base militaire et une volonté politique de lancer cette militarisation de l'intelligence artificielle. Or, la base, l'élément sur lequel l'ensemble de l'édifice repose, c'est la base scientifique. D'accord ? Donc, tant qu'en France, on n'aura pas compris que la recherche scientifique est un domaine stratégique majeur et que quand on a des doctorants, des docteurs et des scientifiques, on les paye correctement comme ça, ils ne s'enfuient pas aux États-Unis, parce que ça leur évite, après avoir soutenu leur thèse, de bosser chez McDo. C'est pas une métaphore, hein. C'est pas une métaphore, ce dont je parle là. Hein. En tant que docteur, je sais un tout petit peu de quoi je parle. Donc, l'enjeu, hein, c'est de faire comme les Israéliens, comme les Chinois, comme les Russes, comme les Américains, c'est de garder leurs scientifiques et de les faire travailler, de leur donner les moyens de travailler et de vivre tant qu'à faire. Hein, ce qui permet ensuite les résultats que je viens de développer rapidement. D'accord ? Mais il faut vraiment saisir, c'est comme le nucléaire, c'est comme l'électricité, c'est comme la vapeur. Pour que ça marche, il vous faut des scientifiques. Et ensuite, évidemment, il faut la volonté politique. Comment se traduit cette volonté politique ? Eh bien, par exemple, en Chine, depuis 2016-2017, le gouvernement chinois a lancé très officiellement cette politique qui s'appelle la politique de fusion la boucle civilo-militaire. C'est-à-dire que les grandes entreprises publiques et privées chinoises dans le domaine de l'intelligence artificielle font du transfert de connaissances à l'armée populaire de libération, dont les labos, de toute façon, travaillent aussi avec les labos des compagnies civiles, ce qui crée des effets de boucle qui permet évidemment de mettre en synergie les moyens, les talents, les capacités, les résultats. D'accord ? Aux États-Unis, la militarisation de l'intelligence artificielle, elle fonctionne sur l'explosion du budget du Pentagone. Pour vous donner un ordre d'idée, juste entre 2023 et 2024, le budget du Pentagone est passé de 770 milliards de dollars à 840 milliards de dollars, les 70 milliards de dollars supplémentaires étant très largement fléchés vers l'intégration des technologies d'intelligence artificielle pour mettre au point une architecture d'IA commune à l'ensemble des services armés et du Pentagone. Par ailleurs, le Pentagone se fait construire son cloud dans le cadre d'un partenariat public-privé avec Amazon et Oracle, que d'ailleurs on retrouve dans le projet Stargate, et tout simplement multiplie les appels d'offres en direction des entreprises de la Silicon Valley. D'accord ? Alors, il y a eu des débuts un peu chaotiques en 2017, lorsque le Pentagone voulait s'équiper de l'équivalent militaire de Google Earth.
Google a commencé à répondre. Ça a déclenché un mouvement de contestation au sein de l'entreprise. Finalement, Google a abandonné le projet. Le Pentagone a relancé l'appel d'offres. D'autres entreprises, dont d'ailleurs Microsoft et Amazon, ont répondu favorablement. Et dès que des ingénieurs ont commencé à contester, eh bien, la réponse qui leur a été faite par leur direction, ça a été on ne va pas priver les forces armées dont les chefs ont été démocratiquement élus de nos capacités de nous défendre. Et pendant que nous discutons, eh bien, OpenAI, donc la filiale de Microsoft qui met au point ChatGPT, est en train de mettre au point un GPT pour le Pentagone, puisque la masse de données acquises par le Pentagone est tellement gigantesque qu'ils cherchent à avoir des outils spécialisés pour pouvoir l'exploiter. Bruno Lombard, alors je travaille au monde diplomatique, mais je ne suis pas journaliste. Je précise. Alors, je voudrais un peu contextualiser, puis après j'aurai des questions. D'une part, les entreprises se sont toujours servi des guerres comme terrain d'exploitation. Je rappelle que l'industrie américaine a travaillé pour l'Allemagne nazie, a commercialisé avec l'Allemagne nazie pratiquement jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc je ne suis pas trop surpris par cet élément-là. Deuxièmement, Elon Musk, il roule pour lui, pas pour les États-Unis. Je rappelle qu'il vend beaucoup de ses voitures en Chine. Troisième chose, on peut voir que les milliardaires se sont couchés devant Trump. Tous les boîtes de la Silicon Valley, Meta et compagnie, Amazon, se sont couchés devant Trump. Il faut rappeler qu'Elon Musk avait soutenu des démocrates précédemment. Donc là, il a trouvé son intérêt à soutenir Trump, plutôt que d'autres. Ça veut dire que ces milliardaires fonctionnent par l'argent public. Et c'est pour ça qu'ils se sont ralliés. Ils ont besoin de ces financements publics pour s'enrichir. Mais pour ça, alors les dirigeants, ils ont besoin du soutien des peuples. Alors, il faut faire de la propagande. Ben, maintenant, c'est de la manipulation avec les réseaux sociaux en utilisant l'intelligence artificielle. Donc, c'est une forme aussi de militarisation de l'intelligence artificielle. Et je trouve que les médias sont faibles là-dessus. Parce que des sujets comme ça, comme le Groenland, personne ne nous dit pourquoi. Donc vous avez tout à fait raison de nous dire qu'il y a beaucoup de terres rares, ou vous nous parlez d'électricité en parlant du Canada. Deux questions. Et les autres guerres, par exemple la République démocratique du Congo, est-ce que c'est un champ aussi d'expérimentation, ou est-ce que c'est une guerre dont on n'a pas grand-chose à faire dans les pays du Sud, mais il y a peut-être des matières rares aussi. Et puis, alors, est-ce que l'enjeu, c'est d'intoxiquer les intelligences artificielles des autres? D'essayer de les intoxiquer pour essayer de les perturber? Alors, ça fait beaucoup de questions en une. Juste, quand vous évoquez les milliardaires de la tech qui se sont couchés devant Trump, je me permets juste de rappeler l'état du rapport de force. Il y en a un qui pèse 50 fois plus que l'autre. D'accord? Donc, qui se couche? Je ne sais pas. Par ailleurs, je vais faire ma petite pub. N'hésitez pas à lire l'article que je viens de publier sur justement les interactions entre l'administration Trump et la Silicon Valley, parce que c'est tout à fait fascinant. Mais la question, je pense, n'est pas du tout en termes de qui se couche ou qui rallie qui. La question, c'est quelles sont les évolutions qui sont portées. Or, Donald Trump, dans son programme, porte un programme de dérégulation de l'intelligence artificielle. Donc, les industriels de l'intelligence artificielle, évidemment, rejoignent non pas la personne, mais le programme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous évoquiez, et c'était évidemment extrêmement intéressant, la question de la guerre en République du Congo, qui est une guerre monstrueuse qui doit durer en fait depuis 25 à 30 ans.
et qui est fondamentalement une guerre des ressources, puisqu'il s'agit du contrôle des mines, notamment, effectivement, vous avez raison, des mines de terres rares, notamment de coltan. Du coltan, il y en a plein dans ces machins. Et le coltan, donc en fait, nos téléphones portables dégoulinent de sang. Hein, il faut juste le savoir et l'assumer. Vous avez un portable, monsieur? Oui, bah oui. Bon, voilà. Très bien, moi aussi. Et en fait, ça rejoint ce que j'évoquais à la fin de l'exposé. C'est-à-dire que tout ce dont nous parlons là, c'est-à-dire du traitement de données par les intelligences artificielles, c'est tout sauf immatériel. D'accord? Et les affrontements pour l'intelligence artificielle et les affrontements par l'intelligence artificielle, ce sont aussi des affrontements pour les ressources nécessaires pour le développement de l'IA. Une fois de plus, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas immatériel, tout ça. Enfin, vous évoquiez la question de est-ce qu'on peut intoxiquer, manipuler les IA? Oui, parfaitement. Il y a des failles de sécurité gigantesques qui sont découvertes, évidemment, au fur et à mesure des usages. Et alors, c'est là, d'ailleurs, que les choses deviennent tout à fait fascinantes, c'est-à-dire les effets sécuritaires de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ça permet notamment l'installation de systèmes de surveillance, que ce soit en Chine ou que ce soit à Paris pour les JO ou que ce soit dans d'autres zones à risque. Or, depuis une petite année, mais je dis bien une petite année, parce qu'on parle aussi de technologie, du nom de technologie qui est incroyablement récente. Tout ça a une poignée d'années, à peine 10 ans. Et les programmes donc, de surveillance pilotés par IA ont des effets désastreux pour les agences d'espionnage. C'est catastrophique pour l'IA est catastrophique pour tout ce qu'on appelle le renseignement humain, human intelligence, parce que comme les programmes de surveillance plus ou moins globales permettent de traiter les comportements collectifs et individuels, ça permet aussi d'identifier, tiens, lui, il passe régulièrement devant tel endroit, ou tiens, il n'est pas passé, tiens, qui sait, qu'est-ce qui se passe, etc. Et en fait, il y a des réseaux entiers d'espions qui ont été démantelés un peu partout dans le monde ces dernières années. C'est catastrophique pour l'espionnage humain. Et donc, depuis une petite année, par exemple, la CIA intègre, alors que la Central Intelligence Agency, comme bon nombre d'autres agences américaines, était très réticente par rapport à l'IA. Et là, ils libèrent des budgets énormes pour pouvoir protéger leurs espions en créant des légendes électroniques et pour tenter de déjouer les programmes de surveillance qui sont développés au hasard en Chine, en Iran et dans d'autres endroits, mais pas que dans les pays ennemis, hein, dans les pays entre guillemets amis. On n'a pas d'amis hein, dans le monde du renseignement. Et en fait, donc, les technologies de surveillance ont des effets inattendus. Inattendus. Plus évidemment, sans parler des erreurs, etc. Et enfin, vous évoquiez la question de la militarisation des réseaux sociaux. Mais en fait, la militarisation des réseaux sociaux, je fais vraiment la distinction entre l'usage des réseaux sociaux pour faire de la propagande, ce qui est un usage
comment dire, bien connu depuis longtemps de toutes les technologies qui permettent de faire proliférer de l'information, vraie ou fausse, de la militarisation des réseaux sociaux. Ça, c'est encore autre chose, parce que les réseaux sociaux, c'est quand même très, très, très particulier dans l'histoire humaine. Il faut vraiment se rappeler que les entreprises qui mettent au point les réseaux sociaux, que ce soit les entreprises américaines, chinoises et quelques autres, travaillent notamment avec des spécialistes des sciences du comportement et des sciences neuronales, de façon à vraiment mettre au point des systèmes d'addiction aux réseaux sociaux. Alors ensuite, comment est-ce qu'on militarise les réseaux sociaux? Comment est-ce qu'on fait la guerre avec des réseaux sociaux? Eh bien, en fait, on fait émerger un nouveau théâtre d'opération, j'appellerais ça comme ça, qu'on va appeler la guerre cognitive. Alors la guerre cognitive, c'est encore autre chose que la propagande ou la guerre de l'information. C'est-à-dire que, comme les réseaux sociaux permettent une appropriation individualisée des contenus qui sont transmis par les réseaux sociaux, eh bien, ceux qui décident de militariser des réseaux sociaux vont indexer des contenus qui leur paraissent intéressants pour polariser les opinions publiques au sein de telle ou telle société, groupe, etc. Alors, le réseau social en pointe sur la polarisation des opinions publiques, ce qui est évidemment extrêmement corrosif pour la cohésion sociale, c'est cette entité très étrange qu'est TikTok. TikTok, c'est une arme de guerre cognitive. C'est quelque chose de phénoménal. Alors, là aussi, il faut toujours se demander comment ça marche. Et l'algorithme de TikTok a été mis au point par la société chinoise ByteDance. ByteDance, qui est une société privée. Cette société privée a signé une charte s'engageant à suivre à la lettre la ligne éditoriale fixée par le Parti communiste chinois. Le service de modération de TikTok comporte 20 000 personnes rien que pour la Chine. J'ignore le nombre de personnes pour le monde entier. Et l'état des flux donc, de micro-vidéos diffusés sur TikTok sont suivis en direct et traités par IA en direct. Et donc, l'administration centrale du cyberespace du Parti communiste chinois peut donner jusqu'à une centaine d'injonctions éditoriales au service de modération de TikTok par jour. Puisque, en fait, l'enjeu, c'est d'indexer, c'est-à-dire de soutenir les contenus polarisants dans tel ou tel pays. Aux États-Unis, la question de l'interdiction de TikTok est devenue un enjeu politique durant l'été 2023, où il s'est passé quelque chose d'assez inattendu, avec des jeunes soldats américains, des jeunes recrues, se filmant et disant alors là, on s'est engagé il n'y a pas longtemps, mais c'est nul. Hein. On mange mal, il faut tout le temps faire de l'exercice, on est mal payé, on n'a pas le droit de se mettre des couleurs dans les cheveux, mais vraiment, ne venez pas là. Alors que les services armés américains font face à un problème de recrutement qui est absolument chronique. Or, TikTok est devenu la source d'information principale des 12-28 ans, notamment aux États-Unis, et TikTok
il y a plus de 150 millions d'Américains sur une population de 360 millions qui a téléchargé l'application. D'accord? Donc, ce qui paraît comme une anecdote assez rigolote, et sinon que quand ces vidéos se retrouvent surindexées, diffusées, vues par des dizaines et des dizaines de millions de personnes en quelques heures, qu'elles sont transmises via les téléphones portables et que donc, quand on les partage, pourquoi est-ce qu'on va les partager? Parce que quand on les partage, en même temps, ça déclenche un petit shoot de dopamine. Donc ça permet l'interaction entre l'addiction aux réseaux sociaux et aux téléphones portables avec des objectifs de guerre cognitive. On n'a jamais connu ça dans l'histoire humaine. D'accord? On n'a jamais connu ça dans l'histoire humaine. En fait, tous ceux qui sont concernés par ces évolutions stratégico-politiques, techno-machin, tout le monde est en train de travailler pour essayer de conceptualiser, de comprendre, etc. Sachant qu'en face, on a des spécialistes de la technologie qui comprennent leur technologie et qui ont souvent des coups d'avance. Donc c'est une course à la guerre cognitive qui est lancée. Olivier Dussert, je m'occupe d'une fondation qui s'appelle C'est Génial pour revaloriser l'image des sciences et des techniques auprès des jeunes garçons et filles dans les lycées. Ma question était la suivante. Si j'ai bien compris, le développement de l'IA permet de pouvoir aujourd'hui faire de la prédictibilité. En quoi, avec les algorithmes, en quoi en matière de défense, il y a cette possibilité d'anticiper au fond, à partir des comportements qui ont été donnés préalablement, ce qui va se passer par la suite. Donc cette notion de prédictibilité, est-ce qu'elle est intégrée dans le développement armé et guerrier? Alors déjà, vu vos fonctions, monsieur, j'imagine que vous avez été sensible à ce que je disais sur ce qu'il faut faire de nos scientifiques, c'est-à-dire les garder. On les forme et on les garde et on les paye. Hein, ça, c'est important quand même, hein, parce qu'être une grande puissance sans scientifiques, c'est compliqué hein, en 2025, hein, il faut quand même le dire. Bon, ceci étant, alors, le problème, c'est... comme on parle de défense et de guerre, de quel domaine parlez-vous pour l'usage de l'IA prédictive? Est-ce que vous parlez du domaine tactique, c'est-à-dire du domaine du combat, du domaine opérationnel, c'est-à-dire tout ce qui permet de préparer et de soutenir le combat? Est-ce que vous évoquez le niveau stratégique, c'est-à-dire le niveau de commandement du théâtre d'opération, ou est-ce que vous évoquez le niveau politico-stratégique, c'est-à-dire celui de la prise de décision? Je me doute bien que vous ne pouvez pas me répondre, monsieur. Mais simplement, je fais cette remarque, pourquoi? Pour rappeler que le domaine de la guerre, c'est un domaine d'une monstrueuse complexité, avec justement des usages qui vont être très différents d'un niveau à l'autre. Maintenant, moi, mon attention a été attirée par quelque chose auquel je n'ai pensé, à mon grand regret, qu'après avoir rendu mon manuscrit, et donc ça sera dans la suite. Et je me suis dit, mais quand même, comment est-ce que j'ai pu rater ça? Dans l'histoire récente de l'IA, il y a 2 points de bascule. Il y a 2012, avec AlphaBlue, qui donc parvient à vaincre, comment s'appelait-il, Kasparov, et 2016, AlphaGo, l'IA de Google, qui parvient à vaincre le champion du monde de Go. Or, je pense que c'est un moment
mais politico-stratégique majeur à l'échelle mondiale, pour une raison simple. C'est que le jeu de Go est employé pour la formation des stratèges et des officiers en Asie, en particulier en Chine. C'est une totale hypothèse de ma part, je ne peux pas le démontrer. Mais je subodore quand même que, à Pékin, quand ils ont vu une entreprise américaine privée qui parvenait d'un seul coup à dominer le Go, c'est-à-dire la façon dont en Asie on produit de la stratégie, ça a dû faire un choc majeur. Et c'est tout de suite après, en termes de calendrier, lors du congrès du 19e congrès du Parti communiste chinois, présidé par Xi Jinping en octobre 2017, qu'a été annoncée la politique nationale de développement de l'intelligence artificielle, politique nationale, civile et militaire, avec un premier investissement de 150 milliards de dollars avant la suite. Les Chinois ont immédiatement saisi les implications stratégiques de l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, ça permet peut-être de percer le brouillard de la guerre. C'est-à-dire, ça permet de prendre les décisions qui permettent d'infléchir le combat en ma faveur plutôt qu'en la faveur de l'adversaire. Et ça, c'est un moment, je pense, fondamental. Et là aussi, je regrette souvent que peu de gens pensent aller regarder la fiche Wikipédia du président Xi. Je ne dis pas de lire sa biographie, il ne faut pas rêver, mais au moins la fiche Wikipédia. Et dans la fiche Wikipédia, on découvre avec intérêt qu'en 2010, il a été président de la commission militaire centrale. Et qu'en tant que président de la commission militaire centrale, ça a été un des acteurs politiques majeurs de la modernisation de l'armée chinoise. En d'autres termes, le président de la République populaire de Chine est un des plus grands experts chinois en affaires militaires et en modernisation de son armée. C'est intéressant, il faut le noter. Oui, il se trouve que ce matin sur LCI, LCI a parlé pendant plus d'une demi-heure de l'intelligence artificielle. Et l'invité était le professeur Laurent Alexandre, et qui a lancé un cri d'alarme absolument énorme sur les moyens de la France et de l'Europe pour s'aligner par rapport aux Américains et aux Chinois. Et puis j'étais également très sensible aux propos qu'il a tenus sur le monde de l'éducation, où là strictement rien n'est fait pour accueillir cette discipline à venir sur l'intelligence artificielle, aussi bien dans les universités que dans les centres de recherche. Alors juste, je voudrais quand même qu'on reste sur les rails du débat de ce soir, c'est-à-dire IA et guerre. Et votre question ouvre à la tentation à la question de l'IA dans tout. Néanmoins, alors Laurent Alexandre, je connais. Alors si vous lisez mon bouquin et mes bouquins, vous verrez qu'il y a toujours des centaines de notes. Moi, je source mon propos. Je dis ça, je dis rien. C'est pas mon opinion, c'est mon analyse. C'est important. Maintenant, ce que vous évoquiez sur la question justement de l'importance du monde de l'éducation, du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, etc. Là aussi, les choses, dès qu'on se met à regarder d'un peu plus près, les choses sont toujours beaucoup plus compliquées qu'elles n'en ont l'air. D'abord, oui, en France, il y a des manques. C'est évident, on ne va pas dire le contraire. Néanmoins,
faut pas non plus trop jeter le bébé avec l'eau du bain et avec la baignoire. Il y a aussi... En fait, le problème n'est pas là en France. En France, on a d'excellentes startups, mais excellentes. Simplement, ce qui manque de façon chronique, et tout le monde le sait, alors pourquoi ce n'est pas résolu, ça, moi, je n'en sais rien, c'est le soutien pour faire en sorte que les startups passent à l'étape supérieure. Et l'étape supérieure, ça permettrait d'avoir enfin des grandes entreprises françaises de l'IA. Maintenant, comme on est à l'époque des réseaux sociaux, des plateformes, de l'IA, etc., il y a aussi des sources d'informations qui sont absolument stupéfiantes. Et moi, je conseille vivement, par exemple, de regarder l'interview donnée par Eric Schmidt. Et Eric Schmidt, c'est le cofondateur de Google. Okay. Eric Schmidt, qui donne une conférence à Stanford, qui d'ailleurs explique lui aussi que l'IA c'est super, mais il faut de l'électricité et qu'il faut qu'on devienne les meilleurs amis des Canadiens, ce qui est intéressant. Et que par ailleurs, on ne sait pas bien quelles vont être les entreprises qui vont percer, quelles sont les startups qui vont percer, et que lui-même investit beaucoup dans une start-up française absolument excellente qui s'appelle Mistral. Donc en fait, l'enjeu, c'est aussi d'arrêter de croire qu'il ne se passe rien en France et de soutenir ce qui se passe de bien en France. Ça aussi, je pense que ça serait un renversement stratégique tout à fait majeur. Par ailleurs, aux États-Unis, les investissements dans le domaine de la militarisation de l'intelligence artificielle sont gigantesques et les décideurs militaires américains ont parfaitement saisi, et depuis longtemps, l'importance absolument fondamentale d'avoir des chercheurs, des ingénieurs, des universités, etc. Donc ils passent des contrats déments avec le monde de l'enseignement supérieur, de la recherche, avec les colleges, les universités américaines, etc., privées, publiques, etc. Le problème étant que ça a un effet qui finit par créer des biais importants où plein de jeunes chercheurs américains partent dans le domaine de l'IA, mais quid des autres domaines? Et là aussi, il va falloir que les autorités américaines soient attentives à faire en sorte que le domaine de l'IA n'assèche pas les autres domaines de la recherche. Ça aussi, c'est un autre enjeu stratégique qui est caché. Et j'en reviens une seconde à Eric Schmidt, qui donne une conférence à Stanford, donc une des grandes universités américaines, dans lesquelles il explique qu'il y a besoin d'électricité et de multiplier les investissements et que notamment Mistral, c'est très bien. Et Eric Schmidt, qui a aussi été de 2018 à 2021 le président de la Commission de la sécurité nationale pour l'intelligence artificielle, commission qui rend un certain nombre de recommandations sur le fait qu'il est urgent que l'armée américaine intègre massivement l'IA et que les citoyens soient formés à l'intelligence artificielle. Et on en revient à cette question de la formation, mais qui est colossale. Qui est colossale parce qu'en plus l'IA, c'est un truc hyper récent, largement expérimental, ça marche pas, ça évolue tout le temps, et il faut s'y former. D'abord, un détail peut-être, mais dans les journaux, on disait que les engins hypersoniques iraniens étaient en fait des prêts des Russes. Alors, vous pensez que c'est construit en Iran? Et la deuxième question qui rejoint celle-là, c'est que dans les ratés de l'IA dont vous avez parlé, on a beaucoup accusé Israël de mal choisir ses cibles à Gaza en utilisant l'IA. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est réellement. Alors, pour combattre son ennemi, il faut, avant toute chose, il faut le respecter. Il faut le connaître, il
faut le comprendre. Moi, ce qui me fascine un peu en termes épistémologiques, c'est les commentaires croisés sur la Russie et l'Iran depuis bientôt 3 ans, où on nous explique que la Russie est complètement à la ramasse parce qu'ils ont besoin des super drones Shahid iraniens, et on nous explique que les Iraniens sont complètement à la ramasse parce que leurs missiles hypersoniques ne sont pas leurs missiles hypersoniques, mais en fait sont ceux des Russes. Alors déjà, imaginons que les Iraniens n'aient pas produit leurs missiles hypersoniques. Alors ça voudrait dire que les missiles hypersoniques russes sont de bonne qualité, ce qui nous ouvre une fenêtre intéressante sur l'état stratégique de la Russie. Et ça veut dire aussi que l'industrie du drone de combat iranien va bien, ce qui nous ouvre aussi une fenêtre intéressante sur l'état du complexe militaro-industriel iranien, qui est aussi assez avancé sur son programme nucléaire. Donc, peut-être qu'un pays qui est capable de développer un programme nucléaire civilo-militaire sous haute contrainte internationale, peut-être que ce pays a aussi une base scientifique, technologique, industrielle, militaire et politique qui le rend capable de développer des technologies aérospatiales de défense de pointe. C'est juste une hypothèse. Mais ça veut dire aussi que peut-être que le mépris pour l'adversaire est une très 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 mauvaise idée. Plutôt que de se demander au fait qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, si on se dit mais en fait c'est des nuls, ils ne sont pas capables, peut-être que c'est préparer nos propres très mauvaises surprises stratégiques. La dernière question, sauf si quelqu'un, je sais Christophe. À Gaza, on a accusé les Israéliens de rater leur cible parce qu'ils utilisaient l'IA. Non, du tout. Gaza, Moyen-Orient, etc. L'armée israélienne utilise des intelligences artificielles pour produire des cibles. Simplement, l'IA, ça fait de la statistique. Et les cibles, c'est, par exemple, tel responsable du Hamas a tant de pourcents de chances d'être à tel endroit à tel moment, avec ensuite le ciblage qui va avec, et l'armée israélienne qui, suite au 7 octobre, a levé un certain nombre de restrictions qui induisent des dégâts matériels et civils colossaux à Gaza, avec en plus une marge d'erreur relativement importante. Maintenant, là aussi, je ne comprends pas, comment dire ça, l'intérêt du commentaire sur les trains qui arrivent en retard. Parce qu'une fois de plus, l'enjeu, ce n'est pas celui-là. L'enjeu, c'est que l'onde technologique de l'IA se répand partout au Moyen-Orient. Ce qui a fait, par exemple, un choc aux Israéliens durant l'été 2024, il y a 6 mois, c'est en fait quand le Hezbollah libanais s'est mis à utiliser non plus des roquettes, mais des essaims de drones, dont visiblement certains semi-autonomes, qui commençaient à intervenir sur le territoire israélien. D'accord ? Donc, d'où d'ailleurs certainement un des facteurs expliquant la brutalité de la réponse israélienne au Liban. Parce qu'il y a ces technologies qui sont, je le répète, des multiplicateurs de force qui sont en train de se développer de partout. Et on ne sait pas quel effet ça va avoir à terme sur les grands équilibres stratégiques. Christian, ce sera la dernière question. Merci beaucoup. Je voudrais finir par une note un petit peu plus positive et avoir votre commentaire sur une très belle start-up qui s'appelle Helsing, qui a levé 750 millions d'euros, notamment qui s'appuie sur le fondateur de Spotify,
et qui aujourd'hui travaille de manière très étroite avec les industriels européens pour effectivement implanter de l'intelligence artificielle dans les systèmes de défense. Donc, comment vous analysez cette start-up et le potentiel qu'elle pourrait avoir? Alors déjà, Helsing, c'est hollandais. Helsing, c'est hollandais. Donc là aussi, moi, j'y peux rien. Hein. Ma formation, elle me renvoie toujours à qui fait quoi, où, quand, comment, pourquoi, combien. D'accord? Donc, Helsing, c'est une boîte hollandaise qui travaille avec plusieurs États européens pour justement intégrer, leur permettre d'intégrer différents types de technologies d'IA à leurs armées. Mais là aussi, ensuite, ça dépend aussi des demandes et des besoins de chaque armée qui ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. En revanche, ce que l'on voit, c'est que les Européens, dont on ricane si aisément, eh bien, ils sont eux aussi en train de saisir que là, il y a un virage à ne pas rater. Je vous remercie.